Alors, notre premier présentateur, c'est Mathias Boyer-Brosseau, qui est présentement au doctorat en psychologie profil recherche, dirigé par Simon Rigoulot et Sébastien Etu. Simon qui est là. Et pour ceux qui ont lu les titres des présentations, je ne sais pas si ça a fait comme moi, quand j'ai lu le titre de Mathias, il y a une chanson qui s'est mise dans ma tête. Ça m'a fait penser à Occupation Double. Donc, le titre, je ne sais pas si on le voit, mais c'est Tes yeux croisent les miens. Clin d'œil à l'évolution. Donc, Mathias, je t'invite à monter sur scène. Bon, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Salut! Comment ça va? Ah, super. Il y a un laser au milieu. Il y a un laser au milieu. C'était pas le laser. C'est ça ici, le laser, c'est ça. Puis pour avancer. Alright. Bon, ben, allez-vous bien? Êtes-vous prêts? Donc, ben écoutez, moi aussi, je dois dire que je suis quand même surpris de voir qu'il y a autant de monde ce soir. Bistro Brain, moi, pour moi, c'est toujours un plaisir d'y assister. C'est la première fois que je le présente. Je tiens à remercier Élise et au comité organisateur de Bistro Brain. Je pense qu'il se mérite une bonne main d'applaudissements. Honnêtement, c'est toujours un réel plaisir. Donc, bon, sans plus tarder, commençons. Effectivement, le titre de ma présentation, je dois admettre que ben, Occupation Double jouait dans le background pendant que je faisais ma présentation, puis ça fait comme 15 fois que je parle de tout ça, fait qu'à chaque fois j'essaie de faire un titre accrocheur avec des petits jeux de mots avec genre les yeux puis le regard, puis je dois admettre que ben, après 15 fois, j'ai comme fait le tour. Donc quand la chanson est venue, je me suis dit ah, c'est une bonne idée, on va la mettre. À taux d'applaudissements, y a-t-il du monde ici qui écoute Occupation Double? Un peu de culture populaire. Bon, ben, je suis vraiment désolé pour tous, là, mais on parlera peut-être pas d'Occupation Double ce soir. Mais, je vais quand même rendre ça comme le fun, puis je vais vous présenter, en fait, je vais vous introduire mon sujet en parlant d'une soirée, de brosse. J'essaie de faire du pouce avec le fait qu'on est dans un bar aujourd'hui, puis là, je pensais pas qu'il y avait la moitié de mon séminaire évolutif qui allait être là aussi, mon comité de thèse. Donc, je vais peut-être changer quelques détails. Donc, ouais, ben écoutez, mon histoire, ça se passe il y a comme 2 ans et demi, 3 ans, à la chasse-galerie. Et dans mon jeune temps, au baccalauréat, puis il y avait un événement quelconque là, qui était très alcoolisé. Puis je me rappelle très bien que je suis revenu chez nous un peu chambranlant, puis que j'étais allé me coucher, puis je pouvais pas vraiment être couché parce que tout tournait, puis là, ça faisait dur mon affaire. Fait que là, j'étais allé dans le salon, j'étais allé sur mon divan, puis là, j'écoutais la télévision, là, question de me faire changer les idées. J'ai mis Netflix, première chose que j'ai vue qui avait l'air intéressante, puis c'était un documentaire sur les primates. C'était complètement hallucinant. Alors, on voyait des gorilles puis des chimpanzés là, qui, leur société, comment ça se gérait, ils se faisaient des guerres, des affaires complètement hallucinantes, pour vrai. Puis, il y a une chose dans mon état de conscience altéré que j'avais comme un bug puis un fixe. Tout le long, j'ai rien écouté de ce qui se passait. J'ai regardé une seule chose chez les chimpanzés et les primates, puis c'était leurs yeux. Ça marche. Fait que là, dans le fond, le comité m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre de vidéo. Fait que j'ai mis un gif à la place. J'avais peur que ça marche pas, ça marche. Fait que bref, j'écoutais pendant 1 heure seul avec mes yeux vitreux, genre. Puis il y a une chose que j'ai remarqué, puis je vais faire usage du pointeur laser, c'est que leurs yeux sont noirs. Puis tout le long, je les regardais, puis j'étais comme, voyons donc, c'est comme démoniaque. On peut pas voir où est-ce qu'ils regardent. Puis bon, là, c'est un petit enfant qui est juvénile, qui est comme curieux, puis qui joue, mais c'est parce que les chimpanzés sont comme très agressifs. Fait que pendant l'émission, ils se chicanaient, puis ils se battaient, puis ils se tuaient. Puis là, quand ils se faisaient des démonstrations de dominance, leurs yeux noirs, laissez-moi vous dire qu'ils m'ont fait générer des émotions. Ça me faisait peur, presque, tu sais. On pouvait comme pas trop voir où est-ce qu'ils regardaient, on pouvait comme pas trop comme les lire, puis ça avait quand même un impact. Donc je me rappelle, j'avais pris un bout de papier, parce que oui, des fois je fais ça, puis j'ai écrit comme « Ah, yeux, c'est vraiment fascinant, je veux regarder ça demain ».
Puis ça, je me suis endormi, j'ai peut-être été malade. Puis le lendemain, j'ai lu mon bout de papier, puis j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, tiens, je vais aller voir sur Google qu'est-ce que ça donne. » Puis je suis tombé sur une boîte de Pandore extraordinaire. Il y a un domaine scientifique de recherche qui est dédié juste à cette question. Pourquoi est-ce que les chimpanzés et les gorilles ont des yeux noirs? Donc, j'ai tellement trouvé ça intéressant, en fait, que j'en ai fait mon projet de thèse. J'en ai même fait le sujet de ma présentation ce soir. Ça parle d'évolution, ça parle de biologie, ça parle de cognition, ça parle de psychologie. Je nomme l'hypothèse de la signalisation du regard, aussi appelée l'hypothèse de l'œil coopératif. Pas pire. Donc, dans le fond, c'est quoi cette hypothèse-là? En fait, ça fait comme 20 ans qu'elle commence à être opérationnalisée, puis testée, puis validée. C'est vraiment intéressant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est des primatologues, au départ, qui ont étudié les yeux de tous les primates. Puis ce qui est intéressant avec les primates, c'est que, les humains font partie de la phylogénèse, de la branche évolutive des primates. Puis ça part de l'humain, puis ça se rend jusqu'au lémur, OK? Ce qui est intéressant avec les yeux de toutes ces espèces, c'est qu'ils sont vraisemblablement similaires. Ils sont presque identiques, en fait, au niveau de leur structure, puis au niveau de leur fonctionnalité. Donc, l'ensemble des primates, surtout, on compare souvent les humains avec leurs cousins génétiques, là, les hominidés. Donc, on parle ici de gorilles, de primates, de orang-outans, pas de primates, mais de gorilles, de chimpanzés, de bonobos, de orang-outans. Leurs yeux sont très, très similaires aux nôtres. En fait, ils voient aussi bien que nous. Leur acuité visuelle est très similaire, puis la vision des couleurs, on suppose aussi qu'elle est très similaire. Mais l'humain se distingue particulièrement au niveau de leur œil par rapport à l'ensemble des autres primates. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette différenciation-là se fait au niveau d'une seule composante près de l'œil. C'est pas la pupille, c'est pas l'iris, c'est la sclérotique. La sclérotique, c'est quoi? C'est comme le blanc de notre œil, comme j'ai parlé tantôt. Puis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez l'humain, les études tendent à proposer que non seulement l'humain est l'espèce de primate dont la sclérotique est la plus élargie, mais c'est aussi celle qui est la plus dépigmentée. Donc, on se rappelle tantôt quand j'ai mentionné que la plupart des primates ont les yeux noirs. C'est vrai. En fait, ce qui arrive, c'est que chez ces espèces, on remarque souvent comme un continuum de pigmentation. C'est-à-dire qu'il y a des gorilles qui ont des yeux blancs, mais il y en a aussi qui ont des yeux noirs, puis il y en a qui ont des yeux bruns, puis tout ce qui est au travers. On n'a pas ça, nous, chez l'humain. Il y a des variations très minimes, là. Je ne rentrerai pas dans les détails au niveau du blanc dans le blanc. Mais globalement, l'humain a une sclérotique très grande et très blanche. Donc là, ces chercheurs se sont demandé si c'était le fruit d'un hasard, parce que ça arrive dans les processus évolutifs, ou alors si cette différenciation-là aurait eu un rôle à jouer dans l'évolution de l'espèce humaine. Puis là, ça fait 20 ans qu'on se pose la question, puis qu'on teste, puis pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on a vraiment trouvé des rôles très importants au niveau de la sclérotique. Ce rôle est au niveau de l'identification du regard. Comme on peut voir ici, un gorille avec une sclère noire, qui regarde, on est capable de lire son regard, t'sais. Mais c'est plus difficile de le faire, surtout si l'espèce est très éloignée. Contrairement à l'humain, qui vont faire sa grande sclérotique et sa couleur, c'est très, très, très facile de suivre le regard de ses congénères. Puis ça a une importance très importante dans l'évolution de l'humain. Okay? Ce que la littérature propose, en fait, c'est que la sclérotique humaine, par sa taille et sa couleur, facilite l'identification du regard chez les primates et chez les humains. Okay? Optimise les capacités de communication non verbale, parce que les primates, surtout les humains, parlent beaucoup avec leurs yeux. Donc, avoir des yeux plus lisibles permettrait d'optimiser les capacités de communication non verbale, forcément. Aussi, ça facilite, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça facilite aussi la prédictibilité de l'espèce. Parce que on est capable, en fait, la littérature suppose qu'on est capable de prédire, à la fois au niveau comportemental qu'au niveau affectif, nos congénères, juste avec l'activation, puis l'activité plutôt du regard. Et tout ça aurait favorisé les attitudes sociales et coopératives. Donc, ça fait du sens, tu sais, dans un groupe, plus on est capable de communiquer aisément, puis être capable de se prédire, plus on aurait tendance à faire confiance à nos congénères, puis à
en s'entraider dans des tâches collaboratives ou même compétitives. Donc, dans le fond, ce qui est supposé dans l'hypothèse que je vous ai mentionnée tantôt, c'est qu'il y a eu un gros et long processus de façonnement évolutif. Donc, ce qui est supposé, c'est qu'ancestralement, les humains ou les proto-humains auraient eu des sclérotiques de couleurs et de formes très similaires à l'ensemble des primates, qui auraient eu des dérives génétiques sclérales normales. C'est-à-dire, certains humains auraient donné naissance à des humains avec des yeux un peu plus grands puis un peu plus pâles. Ces humains auraient eu un trait adaptatif grâce à leurs aptitudes de communication non verbale augmentées puis à leur prédictibilité. Ceci aurait été un trait qui aurait été sélectionné dans des processus de sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'on aurait plus eu tendance à vouloir coopérer, puis à vouloir socialiser ou voire même se reproduire avec ces espèces. Ce processus aurait eu lieu sur des centaines de milliers, voire même peut-être des millions d'années, ce qui aurait résulté aujourd'hui à un œil totalement différent chez les humains par rapport à l'ensemble des autres primates. Puis là, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, en fait, c'est que d'habitude, quand il y a des longs processus évolutifs comme ça, il y a toujours des petits restants dans l'espèce moderne. Puis là, ce que la psychologie évolutive tente de explorer, c'est que, est-ce qu'il y aurait des impacts de ces processus évolutifs dans la vie moderne au niveau de la sclérotique? Okay? Donc là, depuis comme 10-15 ans, au niveau de la coloration, ça a été fait. Donc, les études tentent à démontrer qu'effectivement, plus les stimuli, parce que c'est des visages qui étaient utilisés, mais comme plus les stimuli ont des sclérotiques foncés, moins on aurait tendance à leur faire confiance, à les trouver attirants, à les trouver jeunes, à les trouver en santé physique. Puis il y a même des attributions qui sont faites au niveau des émotions. Okay? Donc on a tendance à les trouver moins de bonne humeur, plus tristes, plus colériques. Okay? Au niveau de la taille, par contre, c'est pas encore exploré. C'est là que mon projet de thèse vient jouer un rôle. Je ne parlerai pas trop de mon projet de thèse, je vais juste le survoler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'accrocher, je suis là toute la soirée. Donc, au niveau de la taille d'exposition sclérale, on remarque que, dans nos expériences, plus un visage a une grande taille de sclérotique, plus on aurait tendance à les trouver attirants, dignes de confiance, plus on aurait tendance à vouloir coopérer avec, et plus on les estimerait élevés dans un rang social. Okay? Bon. Là, je vais bientôt clore ma présentation parce que j'ai largement dépassé mon 12 minutes. Puis tantôt, je vous avais promis que je n'avais pas parlé d'occupation double, mais je dois admettre que juste avant de l'envoyer, je me trouvais pas mal cheap de mentionner occupation double dans mon titre, puis pas faire un petit clin d'œil sur la chose. Fait que, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Puis puis pour vrai, là, genre, un gros disclaimer, c'est pas pseudo-scientifique ce qui s'en vient, mais ça l'est vraiment pas loin, ok? C'est pas validé, là. Je me suis amusé sur un coin de table. Je me suis dit, parce que j'écoutais Occupation double, puis là, je me suis dit, je regardais, puis là, maintenant, je suis comme maudit par mon projet de thèse, parce que ça fait comme 3 ans que je mesure des sclères, fait que ça fait comme des milliers de sclères que je mesure. Fait que quand je parle à du monde, maintenant, tout ce que je vois, c'est leurs yeux, puis je fais comme, ah ouais, toi, t'as une grosse sclère, c'est quand même cool. Oh, toi, t'as une petite sclère, pauvre personne, genre. Puis c'est vraiment une malédiction. Puis là, j'écoutais OD, puis j'étais comme, tabarouette, ils ont toutes des grosses sclères, c'est vraiment cool, oh my god. Il y a tellement un lien, tu sais, à faire, oh my goodness. Tu sais, c'est une émission, pour ceux qui connaissent pas, Occupation double, c'est une émission sur les jugements sociaux, puis l'attirance, tu sais, on met du monde beau, puis on les regarde se juger entre eux, puis nous, on les juge se juger, tu sais. Fait que c'est super comme pertinent. Fait que là, j'ai passé 3 heures de ma vie à mesurer tous les yeux de tous les candidats dans des screenshots que j'ai faits, OK? De manière, encore une fois, pseudo-scientifique, hein, dans des méthodes non validées, non standardisées, j'ai besoin de le dire. Puis j'ai décidé de les comparer, en fait, à 2 grandes banques nationales de visages qui est utilisées dans la recherche, hein, la Chicago Face Database, puis la Karolinska Directed Emotional Faces, OK? Fait que je les ai comparés, ces 28 participants-là, à 250 plus visages, puis j'ai fait genre des petits tests, puis des différences de moyenne, puis des tests non paramétriques, juste pour voir s'il y a des petites différences. Mais j'ai promis à du monde que je ne parlerai pas de stats aujourd'hui, fait que je vais juste vous montrer les graphiques, sans rentrer dans les détails. Puis on remarque que, de manière non scientifique,
On remarque qu'effectivement, dans l'occupation double, les participants ont en moyenne 3% de ratio de tâches chirales de plus que dans l'ensemble de la population normale. Ce qui, bien, favorise leurs aptitudes de communication. Fait qu'encore, on les verra à la télévision, fait qu'en ouais, je vois qu'est-ce que tu dis. Puis, ben, ils seraient peut-être plus attirants. Point d'interrogation en gras. Bon. Là, la fin approche, puis je sais pas trop comment conclure ça. Qu'est-ce que je veux que vous vous rappelez de cette présentation farfelue et complètement désorganisée? Ben, pas grand-chose, parce que ce que j'ai fait, c'était pseudo-scientifique. Mais ce que je veux au moins laisser comme message, c'est que, ben, la science, ça part par la curiosité, OK? Puis si j'avais pas eu des événements farfelus dans ma vie qui m'avaient puis j'avais pas laissé ma curiosité m'amener au bout de ses fins, ben je serais pas rendu ici au doctorat en ce moment, puis je serais pas rendu ici sur scène. Fait que si jamais vous avez des idées farfelues, complètement loufoques, que tout le monde vous dit « Qu'est-ce que tu fais de ta vie, j'en fais pas ça », ben suivez-les, parce que peut-être qu'un jour, vous allez être pogné à mesurer des yeux des personnages d'Occupation Double pendant 4 heures de votre temps. Merci. J'ai droit à 2-3 questions. À main levée. Oui, ici. Bon. C'était pas une question. Merci à ma maman qui est venue ici ce soir faire un commentaire très pertinent. Merci, je t'aime. Une question? Oui, William. Ben ça, c'est quand même très intéressant. C'est comme genre la question qu'on se fait toujours poser, tu sais, est-ce que les yeux pâles sont mieux jugés que les yeux foncés? Puis, ben, je sais pas si vous saviez, mais il y a vraiment un gros domaine de littérature sur le sujet. Puis le domaine n'est pas très clair. Les autres composantes des yeux, chaque trait du visage est nécessaire à la formation de jugements sociaux, de premières impressions, les yeux y compris. Ça peut être par leur taille, mais ça peut aussi être par leur forme. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais qu'il y a vraiment une grande littérature sur le sujet. Au niveau de la couleur des yeux spécifiquement, c'est un débat actuel. Les tendances tendent à proposer que les yeux plus pâles sont jugés comme étant plus attirants puis plus dignes de confiance, mais c'est pas pour tous les visages puis c'est pas pour toutes les populations. Ce qui est quand même intéressant, qui fait du parallèle à ce que je présente, c'est que, ben, en fait, en 2020, je pense, il y a un article qui a été publié qui montre qu'en fait, la couleur de l'iris influence aussi la capacité à identifier le regard des autres. Donc, les gens qui ont des yeux comme bleus ou très très pâles, ben, en fait, la pupille est encore plus distincte qu'un individu qui a des sclères blanches mais qui a des yeux comme foncés. Donc, ça pourrait permettre de voir avec une plus grande précision où les gens regardent. Ça pourrait faire du lien avec les jugements sociaux, comme on parlait. Vas-y donc. Alors, ah oui, je vais formuler la question. La question c'était, est-ce qu'il y a des différences culturelles? On suppose que oui, mais ça n'a pas encore été exploré parce que c'est quand même très difficile à faire. On peut y aller avec l'ethnicité, on peut y aller avec le concept de quote-unquote race, on peut y aller avec le concept de géolocalisation. Il y a des études qui l'ont fait comme en 2023 cette année, puis ces études-là démontrent qu'il n'y avait pas vraiment d'impact lié. Puis eux, c'était avec genre la race, quote-unquote. Donc, ces études avaient démontré qu'il n'y avait pas d'effet. Mais clairement que la culture a un rôle à jouer au niveau de la formation de jugements sociaux. C'est sûr que ce serait intéressant d'approfondir cette question-là. Mais je n'ai pas la réponse, malheureusement, ce soir. Oui? Ah, ça aussi, c'est une bonne question. OK. La question, c'était, est-ce qu'il y a un impact sur les jugements sociaux et les gens qui portent des lunettes ou voire même des lunettes de soleil? Encore une fois, c'est un domaine de la science qui n'est pas beaucoup exploré, donc j'ai pas comme les chiffres à te donner. Mais une chose est sûre, c'est que oui, porter des lunettes, que ce soit des lunettes ou des lunettes de soleil qui masquent en fait le regard, a une grande, on le sait, là, a une importance liée à la formation de jugements sociaux. Maintenant, la question c'est
quels sont cet impact, puis dans quelle direction c'est fait, puis dans quel contexte. Ça, malheureusement, ça n'a pas encore été exploré parce que c'est comme une drôle de question de recherche à prouver. Genre. Mais ça serait vraiment intéressant de l'explorer en fait dans un futur, ça c'est sûr. Merci. C'est fini pour les questions. Merci.